Salut à tous et bienvenue au port de Jaffa à quelques mètres des studios d'i24 News pour un best-of de Social Blog, le magazine de la génération connectée du Moyen-Orient. L'occasion de revoir les reportages et les débats que vous avez préférés ces dernières semaines. Et on commence tout de suite avec le portrait d'Amira Bouzaglou, la reine du casting de télé-réalité version israélienne. Dans un pays multiculturel, la télé-réalité est-elle ici plus qu'ailleurs un miroir de la société? À vous d'en juger avec ce reportage, suivi du débat entre nos blogueurs Myriam Calfon et Israël Tavor. Avec les versions locales de Masterchef, Koh-Lanta et autres Supermani, la télé-réalité est plus qu'ailleurs un phénomène de société en Israël. Derrière ce succès, une femme, Amira Bouzaglou, une directrice de casting très occupée. Bouzaglou, qui a elle-même participé à une télé-réalité, connaît mieux que personne le phénomène. Pour elle, la télé-réalité, plus qu'un show réglé au millimètre, c'est un miroir dans lequel se regarde la société israélienne. Quand vous voulez trouver des gens pour des programmes de télé-réalité israéliens, vous n'avez qu'à marcher dans la rue. Tous les conflits sont là. C'est un pays où l'ethnicité est diverse, dû au nombre d'immigrants qui viennent de partout. Maintenant, on a beaucoup de gays, de lesbiennes, d'Éthiopiens, de Russes, de Séfarades, d'Ashkénazes. Nous avons de tout. Hystérie sur le plateau de la finale de la 5e saison, Achagadol, le Big Brother israélien, la gagnante Taoma est une jeune Éthiopienne élue par plus d'1 million de SMS, rien que pour elle. Un chiffre impressionnant quand on sait qu'Israël compte 8 millions d'habitants. Nous tentons de faire venir des personnes différentes intéressantes. Pour cette saison, nous avions une femme religieuse et une Israélienne d'origine éthiopienne. Nous avions un bègue, un beau gosse et un jeune russe immigré. Ce n'est pas de la science, mais nous tentons au mieux de mélanger les personnes. Au-delà de représenter les différentes composantes de la société israélienne, les programmes qui font le plus d'audience, comme Big Brother, Masterchef ou Survivor, surfent sur la vague de la représentation des minorités. Les juifs orientaux et les minorités qui n'ont jamais apparu à la télé ont fait leur place dans le prime time grâce à la réalité. Et il y a des différences culturelles. Un paradis multiculturel pour Bouzaglou à l'image de la dernière finale de Masterchef, où se sont retrouvés en finale un Allemand converti au judaïsme, une musulmane israélienne et une juive orthodoxe. Mais parfois, la réalité est plus forte que les castings et fait ressortir les conflits de la société israélienne. J'ai été attaquée. Ils m'ont appelée la honteuse et ont dit que les Éthiopiens sont stupides, que j'avais plutôt ma place dans la jungle. Taoma, la jeune Éthiopienne, a gagné, mais durant le show, elle a dû essuyer d'affreuses insultes racistes. C'est aussi le lieu de réunion des conflits internes à Israël. Ils sont diffusés et on travaille dessus. Taounia a fini par gagner, mais pendant le déroulement de la saison, elle a souffert du racisme. La 5e saison de Big Brother à peine terminée, Bouzaglou travaille déjà à d'autres projets. Une fois, on m'a demandé si un arabe pouvait gagner une émission de télé-réalité israélienne. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Certains sont déjà arrivés aux étapes finales. De toute façon, la télé-réalité sert d'abord à grossir le trait. C'est-à-dire que là, on a une sorte de caricature qui n'est pas fausse. On voit à peu près ce qu'est la société israélienne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se forme. Elle est en train de naître carrément sous nos yeux. Le pays, il n'a que 60 ans, 65 ans. Et il n'y a pas encore d'identité complète israélienne. Il y a des identités. Il y a des identités qui se superposent, qui se mélangent. Il y en a aussi une, moi j'ai envie de dire. Il y en a une, mais elle est embryonnaire. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait en France il y a 12 siècles et qu'on disait, c'est quoi la France? On dit, attendez, on va attendre un petit peu. Dans 100, 150 ans, on saura un peu mieux ce que c'est que... Il y a plusieurs types de télé-réalité. Alors entre l'harmonie parfaite de Masterchef, on voit les religions ensemble, ces histoires d'amitié et les propos racistes très durs qui ont été dans Big Brother cette année, où est la réalité et quelle télé-réalité est la plus proche en fait? Je pense aussi déjà qu'on ne cherche pas la même chose en fonction des émissions. C'est-à-dire que dans Masterchef, on va jouer sur la cuisine, réunit tout le monde. On a vu des histoires d'amitié un peu improbables entre une musulmane et une habitante d'implantation, etc. Mais il faut dire aussi qu'elles se sont rencontrées à la télé, dans des conditions qui ont été créées sur mesure pour elles. Et ça ne se serait peut-être pas passé dans la vraie vie. Et après, de l'autre côté, on a les remarques racistes, effectivement,
D'accord. Juste par rapport aux remarques racistes, ce qui est plus intéressant, c'est les réactions qui a lieu suite à ces remarques racistes. Donc en gros, tout le monde a été offusqué, il y a eu un choc général, une sorte presque de prise de conscience. On savait qu'il y avait du racisme en Israël, ça personne ne l'a découvert. Et en gros, on s'est dit, voilà... Plus qu'ailleurs la société, voilà, il y a une société qui est tellement jeune, il y a des gens qui viennent de plus de 102 pays, et forcément ça crée des tensions. Mais malgré tout, je trouve que la société s'en sort pas si mal que ça. Moi j'ai envie de dire que Taounia, quand même, la fameuse Taounia, elle en a joué un petit peu. Ramallah est la ville palestinienne qui bouge le plus entre début de développement économique et vent de liberté. La voisine de Jérusalem a les atouts suffisants pour développer une industrie touristique. En tout cas, c'est ce que pensent deux frères qui viennent d'ouvrir la première auberge de jeunesse de la ville. Danny Swaibel les avait suivis lors de leur premier pas. Quand à première vue, on pense au territoire, généralement, on pense à ça. Ou aussi à ça. Bobo et son frère s'occupent du petit-déj, prennent soin de leur hôte et leur donnent des conseils de visite pour la journée. Aucun doute, nous sommes bien dans une auberge de jeunesse. Sauf que cette auberge de jeunesse est la toute première ouverte à Ramallah. Une idée venue de ces deux frères routards qui ont eux-mêmes parcouru le monde avant de se lancer dans l'aventure. Lors de nos voyages en Europe et en Occident, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient venir à Ramallah pour comprendre la situation sur place. Avec son développement, Ramallah a désormais beaucoup à offrir aux touristes du monde. Ramallah est une place centrale en Cisjordanie. Les gens les plus ouverts d'esprit sont ici. La vie nocturne est incroyable. L'héritage est très riche, vous pouvez voir beaucoup de choses, la nourriture est excellente, tout cela fait de Ramallah un endroit vraiment sympa à visiter. Le plus de Ramallah, son côté authentique. Israël a un côté européen ou américain. Le territoire palestinien a un côté plus moyen-oriental. On peut prendre Ramallah comme QG et partir de là pour aller visiter Naplouse ou Jéricho. Ramallah est pour autant loin d'être un haut lieu touristique et les facteurs sont divers. Je ne suis pas surpris qu'il y ait peu de touristes ici, principalement parce que quand les gens pensent à la région, ils la considèrent comme une zone de guerre. Les gens ont plein de questions. Ils nous demandent s'ils sont en sécurité, s'ils peuvent voyager de nuit, si on sort le soir et si on peut boire de l'alcool dans la rue. Si Ramallah a beaucoup à offrir, il reste certaines barrières. Pour Chris, le frère et associé de Bobo, l'autorité palestinienne doit faire plus pour mettre en valeur la ville. Vous vous rendez compte de combien de touristes viennent en Israël? Si les autorités avaient un peu plus d'imagination, ils pourraient attirer entre 10 et 15% des touristes déjà sur place. Pour Chris, son auberge de jeunesse est une pure start-up palestinienne. Je veux nous poser en exemple pour les jeunes ici qui cherchent un emploi. Créer son emploi n'est pas impossible. On le peut si on a une bonne idée. Pour des raisons de sécurité, les citoyens israéliens ne sont pas toujours autorisés à entrer à Ramallah, une situation que Bob aimerait voir changer. J'aimerais que les Israéliens viennent un jour à Ramallah. Vous serez surpris du nombre des messages positifs que nous recevons de la part des Israéliens. Mais il y a encore des barrières. Les barrières de l'information, des armes et des interdictions. Mais j'espère pouvoir briser ces barrières pour aller de l'avant. Alors c'est vrai que je suis allé plusieurs fois à Ramallah et c'est vrai qu'on voit d'abord émerger une espèce de classe moyenne ou de bourgeoisie qui peut profiter de ce que l'on voit dans ce reportage, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et encore extrêmement infime par rapport à ce qu'est la réalité de Ramallah et de ce que j'ai vu à Ramallah.
C'est toujours le best-of de Social Blog, l'occasion pour moi de vous présenter Oded, c'est le présentateur de la version anglaise de l'émission. Bonjour. C'est Bloggers. Dans Bloggers et donc dans Social Blog, on s'était intéressé à une manière plutôt originale de trouver un mari au Pakistan, faire des études de médecine. On regarde tout de suite le post, suivi du débat. Des études de médecine pour trouver un mari, c'est la nouvelle tendance au Pakistan où depuis la suppression des quotas de genre dans les études supérieures, les femmes représentent 80% des effectifs contre 20% autorisés avant. On aurait pu penser que les chiffres montrent une nette évolution du statut des femmes au Pakistan, pays conservateur où sévit toujours les crimes d'honneur. Mais en réalité, l'avenir des femmes est tout tracé, s'investir corps et âme dans des études somme toute difficiles pour augmenter sa valeur maritale sans jamais exercer. Un gaspillage de ressources puisque seuls 50% de ces diplômés finissent par un jour exercé. Et il existe tellement de femmes dans les écoles que le retour aux quotas universitaires reviendrait même à l'ordre du jour. Le marché du mariage offrirait donc plus de stabilité que le marché du travail et plus d'intégration sociale, car dans une société encore et toujours patriarcale, les femmes sont sous la pression de la société et de la famille. Quant à celles qui réussissent à exercer, les obstacles demeurent. Les patients hommes doutent souvent de leur capacité et refuser des gardes de nuit ou des affectations loin de la famille est chose commune. Des problématiques pas si différentes de celles des médecins occidentaux. Ça existait en France, aux États-Unis, dans les années jusqu'aux années 70-80, où c'était pas rare du tout de voir des femmes qui allaient à l'université, en médecine, etc., pour trouver un mari médecin. Alors, c'était pas forcément systématique, mais c'était un phénomène récurrent. À partir du moment où on est dans une culture du mariage arrangé, pourquoi pas avoir une implication active de ces jeunes femmes-là et de dire ok, puisque de toute façon je vais devoir le choisir, je réduis mon pool de candidats entre guillemets et je m'investis là-dedans. En Arabie Saoudite, un haut dignitaire a fait la sortie misogyne de trop en déclarant que conduire pour les femmes entraînerait une déformation des ovaires et donc des enfants anormaux. La goutte d'eau qui a fait déborder le réservoir. Depuis, les femmes saoudiennes ont décidé d'enfreindre la loi et de prendre le volant pour protester. Le point sur ce mouvement dans ce post suivi du débat entre nos blogueurs Laura Duhamel et Jérémy Brabet. En Arabie Saoudite, prendre le volant pour une femme est tout simplement interdit et source d'un combat que l'on connaît. Certaines étant déjà allées jusqu'à se travestir en homme pour pouvoir conduire, mais ce qu'on savait moins, c'est que la conduite entraînait une malformation des ovaires et donc la naissance d'enfants anormaux. C'est en tout cas la nouvelle argumentation du cher Saleh Al-Louaïdan, un dignitaire saoudien, pour justifier une interdiction qui ne trouve racine que dans la tradition et les coutumes d'une société ultra-conservatrice. On avait déjà entendu que la conduite féminine poussait les femmes aussi bien que les hommes à l'homosexualité et à la pornographie. Mais le cheikh en rajoute même une couche. Il affirme que dans les pays arabes, 33% des femmes qui conduisent ont été à l'origine d'accidents contre seulement 9% des hommes. Et oui, ce dignitaire si peu misogyne finit en beauté. Il y aurait dans le Coran des preuves que la conduite des femmes est interdite pour raisons morales et sociales. La polémique enfle et les femmes ont dans le même temps lancé une nouvelle campagne sur Internet. Le mouvement appelle les Saoudiennes à prendre le volant. Le 26 octobre prochain, elles devraient aussi publier des photos d'elles-mêmes en train de conduire. Leur argument à elles n'est ni médical ni religieux. Il prend racine dans la loi saoudienne. La liberté de mouvement doit être octroyée à tous les citoyens, peu importe le sexe, un droit fondamental. Et je pense aussi que c'est vraiment révélateur de ce qui se passe dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'il y a un décalage des générations énorme entre des générations qui sont vraiment genre en dehors de toute réalité, on voit ce propos tenu, et la nouvelle génération, celle qui a fait la révolution, celle qui s'est engagée dans le printemps arabe, qui est vraiment au diapason du reste du monde. Pour cette campagne, justement pour l'interdiction du droit de conduire, ça remonte à 1990, en pleine guerre du Golfe. On a eu 50 femmes saoudiennes qui ont pris le volant face à la police religieuse au Motawa pour le braver. L'an dernier, elles ont réitéré, elles ont lancé un mouvement exactement similaire qui a reçu le soutien d'Amnesty International, qui s'est malheureusement soldée par l'arrestation de l'instigatrice qui a écopé de 2 semaines de prison, mais elle recommence. Chaque semaine dans Social Blog, les blogueurs vous présentent leurs coups de cœur et les sites et articles à ne manquer sous aucun prétexte. Le meilleur du meilleur des blogs, c'est le coup de clic. Alors mon choix, c'est conceptstore.com. Il s'agit en fait d'une boutique en ligne créée par Judith. Il s'agit d'une jeune Française qui vit ici, qui adore et qui soutient beaucoup la création israélienne, surtout les designers. Donc elle voulait mettre en avant et vendre, en fait, promouvoir ce qu'on crée ici. Donc en gros, c'est une sorte de concept store en ligne. Exactement. Comme son nom l'indique, le nom est parfaitement trouvé. C'est un concept store, donc pour enfants, pour la maison, pour tout. C'est parfait pour n'importe quel cadeau.
Je le recommande vivement. Moi, j'ai choisi une annonce insolite d'Airbnb qui vous propose de passer vos vacances dans un bidonville à Jakarta. Donc, Jakarta, c'est la capitale de l'Indonésie. C'est très simple. On vous montre des photos justement de votre futur lit, de votre future chambre pour un montant forcément minime. Et le but est d'aider les populations. J'ai trouvé ça. C'est pas dénoncer, mais c'est aider et c'est vraiment quelque chose de concret. C'est d'aider, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû payer sans y aller. Il y a peut-être des personnes qui vont s'y rendre. En tout cas, j'ai trouvé ça suffisamment original pour le montrer aujourd'hui. C'est tout pour ce best-of de Social Blog. On se retrouve la semaine prochaine dans les studios. Juste derrière moi, les équipes de Social Blog sont déjà au travail pour continuer à vous faire découvrir la nouvelle génération du Moyen-Orient. Pour continuer les débats avec nous et nous contacter, vous avez le choix entre Twitter et notre page Facebook. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec nos blogueurs et d'ici là, restez connectés.